Ouais. Bon, du coup, peut-être pour introduire un peu le topo, on pourrait se demander la première question, pourquoi est-ce qu'on a voulu parler de la classe ouvrière dans cette séance. Et en fait, donc, comme le rappelait Dany la semaine dernière, je pense que la plupart d'entre vous étaient là, on avait fait une discussion sur réforme et révolution, où l'idée, voilà, c'était de démontrer pourquoi est-ce que la question de la révolution est posée, en fait, et quelque chose voilà, et que le réformisme est une impasse, en fait. Mais en même temps, il y a une question qu'on n'a pas vraiment résolue, qui est celle de savoir si la révolution elle est possible. Parce que c'est une chose qu'elle soit souhaitable et qu'elle soit mieux que la réforme, qu'elle soit la seule voie possible par rapport à la réforme, mais c'est une autre chose qu'elle soit possible. Et en fait, cette discussion elle est intimement liée, premièrement à la question de la classe ouvrière, mais surtout, c'est une question qui est d'actualité parce que dans les années 90, en fait, il y a un certain nombre de théoriciens, bon, qui étaient plutôt du côté des classes dominantes, mais qui ont expliqué que la possibilité de la révolution était quelque chose qui était fini, voilà, qu'après le XXe siècle, et on avait prouvé en fait que la révolution et le communisme n'était pas possible. Et il y en a un notamment qui est très connu, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Fukuyama, et qui a théorisé en fait la fin de l'histoire, qui disait voilà, les démocraties libérales ont gagné, le mur de Berlin s'est effondré, donc il n'y aura plus jamais de révolution, c'est fini. Et en fait, lui, il liait ça à la question de la fin de la lutte des classes, au sens où l'entendait Marx, de dire que la lutte des classes, c'est ça qui fait l'histoire. Et l'élément central de ça, c'était de dire que la classe ouvrière n'existait plus, et qu'aujourd'hui, on vivrait en fait dans une société moyennisée, où il y aurait que des classes moyennes, etc., et que c'est ça qui ferait que la possibilité de la révolution est impossible. Et du coup, c'est une question importante en fait, de pouvoir démontrer que la classe ouvrière existe toujours et qu'elle est un sujet révolutionnaire. Et notamment parce que, bon, il y a les écrits de Fukuyama qui, pour le coup, ne sont pas forcément très intéressants parce que c'est quelqu'un qui est clairement quelqu'un du côté de la bourgeoisie, qui défend le système dominant, donc on sait pourquoi, mais en fait, ce qui est un peu plus inquiétant, ou en tout cas ce qui donne matière à discuter, c'est que même dans l'extrême gauche, cette idée-là, c'est quelque chose qui a impacté pas mal. Et il y a tout un tas de gens qui étaient des militants, etc., qui ont commencé à théoriser, par exemple, le fait que la classe ouvrière aurait disparu et que maintenant, le nouveau sujet social, politique, même révolutionnaire, c'était par exemple les nouveaux mouvements sociaux. Si vous connaissez un auteur comme Alain Touraine, qui est très connu dans les sciences sociales, et il y a aussi un certain nombre de courants politiques qui aujourd'hui, par exemple, continuent de persister, de dire que le mouvement ouvrier serait mort et que par exemple la question de la grève, ça n'existerait plus. Si vous connaissez, peut-être que certains connaissent parce que c'est un courant qui a un peu d'influence maintenant, par exemple il y a le comité invisible voilà, qui s'inscrit dans la tradition, qui est une tradition assez large mais qui est la tradition autonome et qui explique par exemple très clairement dans leur dernier livre qui s'appelle Maintenant que voilà, le mouvement ouvrier est mort, la grève est morte et que maintenant il faudrait passer à d'autres méthodes de lutte. Et donc un peu face à ça, moi dans ce topo je voudrais montrer 4 choses. La première, c'est que la classe ouvrière elle existe toujours en fait, et qu'en plus elle est la classe majoritaire. La deuxième chose c'est de dire qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que c'est un sujet politique, et que c'est le sujet politique révolutionnaire central. En même temps d'essayer un peu de comprendre pourquoi malgré ce fait-là, en fait, il y a pas mal de courants politiques qui le nient, et même au sein de l'extrême gauche, et pourquoi est-ce que la classe ouvrière est invisible aujourd'hui. Et ça nous permettra de donner un peu quelques perspectives pour les révolutionnaires aujourd'hui, et voilà, sur ces questions de la classe ouvrière et de la révolution, quoi. Donc d'abord sur le premier aspect, de finalement, voilà, est-ce que la classe ouvrière existe ou pas, qu'est-ce que c'est et tout. Le terme de classe ouvrière, qui est synonyme dans la tradition du marxisme révolutionnaire de prolétariat, c'est utilisé quasiment comme un synonyme, et son rôle révolutionnaire, c'est une idée qui vient de Marx et Engels. Et en fait, leur thèse, c'est de dire que l'industrialisation qui est permise par le capitalisme, elle crée voilà, des grosses concentrations industrielles où les ouvriers se regroupent. Et en fait, la proximité de leurs conditions de vie et aussi simplement leur proximité physique dans les usines permet une prise de conscience collective et leur permet de commencer à poser l'idée
de prendre le pouvoir et de renverser le capitalisme. Donc ça, voilà, c'est l'idée principale. Mais en fait, il y a quelque chose qu'il faut voir, c'est que l'existence de la classe ouvrière, des fois c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément conscience, mais c'est jamais quelque chose qui a été vu comme une évidence. Ni à l'époque de Marx, ni aujourd'hui en fait. Parce qu'on a souvent l'idée, les gens disent, ah, en fait à l'époque tout le monde disait que la classe ouvrière n'existe plus, et maintenant tout le monde dit que ça n'existe, pardon, tout le monde disait à l'époque que la classe ouvrière existait, c'était évident, et maintenant en fait, c'est évident que ça n'existe plus, la plupart des personnes le disent. Et en fait, c'est quelque chose qui est plutôt faux, parce que quand Marx et Engels ils parlent de la classe ouvrière, ils ont vraiment la volonté de démontrer dans les faits qu'elle existe. Et il y a un ouvrage très célèbre d'Engels qui est écrit en 1845, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle La situation des classes laborieuses, et qui raconte précisément, voilà, c'est quoi les conditions de vie de la classe ouvrière, pourquoi elle existe, etc. Et qui font vraiment des enquêtes. Et il y a quelque chose de... Enfin, Engels, il dit quelque chose dans l'introduction, pour montrer un peu voilà, qu'à l'époque, il y avait déjà cette bataille-là qui existait. Il dit « La connaissance des conditions de vie du prolétariat est une nécessité absolue si l'on veut assurer un fondement solide aux théories socialistes. » Donc voilà, donc il dit, pour montrer que la loi est possible, il faut montrer que la classe ouvrière existe, il faut la connaître. Mais il dit aussi bien qu'au jugement sur leur légitimité, mettre un terme à toutes les divagations et affabulations fantastiques pro et contra. Donc je pense que ça c'est important parce que ça montre que voilà, il y a besoin en fait, c'est pas nouveau en fait qu'il y a besoin de démontrer que la classe ouvrière existe dans la réalité. Mais surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la définition que donnent Marx et Engels, un peu fondamentale de la classe ouvrière, elle est très loin des préjugés qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas du tout juste les ouvriers qui travaillent dans les usines, etc. Mais au contraire, ils donnent une définition qui est extensive, qu'on peut reprendre entièrement aujourd'hui pour comprendre l'actualité de cette notion, parce qu'ils caractérisent la classe ouvrière par deux choses en fait. La première, ils disent qu'est-ce qui fait l'appartenance d'un travailleur à la classe ouvrière ou pas, enfin de quelqu'un dans la population à la classe ouvrière. La première chose, c'est le fait qu'il ait besoin de vendre de sa force de travail pour survivre, et qu'il y ait une extorsion, directe ou indirecte, de la plus-value qu'ils produisent. C'est-à-dire qu'ils soient exploités, en fait, simplement, on voit bien, voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'ils disent que quelqu'un qui fait partie de la classe ouvrière ne participe pas à la chaîne de commandement du capital ou de l'État bourgeois, soit le fait d'être soumis au salariat comme un rapport de domination avec fonction subalterne d'exécution, rapport d'oppression pouvant s'accentuer à proportion de la faiblesse et de la qualification, de la précarité du statut. Donc, on voit bien que on devrait rajouter en fait un troisième critère qui serait celui de ne pas participer en fait aux forces de répression, armée, police, etc. Parce que c'est quelque chose qui, voilà, parce que de toute façon, comme la police, elle joue un rôle aujourd'hui de se retourner en fait contre les ouvrières, on voit bien, de débloquer les usines, etc. En fait, de fait, même si on vient de la classe ouvrière, le fait de participer aux forces de répression, ça exclut, on se retourne même contre sa classe. Mais du coup, on voit bien que si on prend ces deux critères, aujourd'hui, on peut très bien les transposer, quoi. On comprend bien, c'est-à-dire, aujourd'hui, pour survivre, il faut travailler. Il y a plein de gens qui ont besoin juste de travailler pour survivre, et en même temps, qui n'ont aucun pouvoir de décision, c'est quelque chose qui est important, dans la chaîne de commandement de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est pour dire, par exemple, que quelqu'un qui serait un haut cadre, par exemple, dans les ressources humaines, et qui organiserait l'exploitation des autres de manière consciente, on ne peut pas considérer que c'est quelqu'un de la classe ouvrière. Et donc, en fait, quand on prend ces critères, on se rend compte que la notion de classe ouvrière, aujourd'hui, elle est toujours actuelle, mais qu'en plus, la classe ouvrière, c'est la classe majoritaire, et en plus, qui est en expansion numérique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Trois choses là-dessus. D'abord, la classe ouvrière, au sens où on l'entend souvent dans le préjugé un peu commun, c'est-à-dire les ouvriers qui travaillent dans l'industrie, etc., ça reste encore une part importante de la population. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le croire, mais en fait, c'est simplement les statistiques de l'INSEE, qui n'est pas connu pour être particulièrement un organisme révolutionnaire, et qui dit qu'en 2012, les ouvriers industriels, donc c'est la catégorie, ils représentent 7 millions de travailleurs, et donc c'est 25% aujourd'hui de la population active. Donc il y a déjà ce fait-là.
Mais après, il faut ajouter toute la catégorie des employés, voilà, que ce soit caissière, femme de ménage, secrétaire, etc. Je donne beaucoup de noms féminins parce qu'en fait, en réalité, quand on regarde, il y a vraiment quelque chose où les employés, c'est des secteurs beaucoup plus féminins et ouvriers, c'est des secteurs beaucoup plus masculins. Et en même temps, il faut rajouter quelque chose, c'est que ça, il y a beaucoup de sociologues qui le disent aujourd'hui, qu'en fait, il y a une forme de prolétarisation des métiers de service et de bureau. C'est-à-dire qu'il y a plein de fonctions intellectuelles qui, à l'époque, donnaient un statut, voilà, il fallait vraiment être très qualifié, et on avait beaucoup de liberté dans ce travail, qui aujourd'hui sont des tâches qui se font quasiment à la chaîne. Ouais, il y a plein de gens, je sais pas, on peut donner un exemple, plein de gens qui travaillent dans l'informatique, qui sont ingénieurs, donc on se dit, ils sont ingénieurs, c'est un statut particulier et tout, mais en réalité, le travail qu'ils font, il y a plein de gens qui peuvent le faire derrière eux, en plus il y a du chômage, etc., donc ils sont soumis à cette concurrence, et ils dirigent personne, etc., et ils font un travail qui est très hiérarchisé, on peut calculer, etc., ils sont soumis à une pression du rendement comme tous les autres travailleurs, et ça c'est un phénomène nouveau, et qui fait qu'il y a plein de ces secteurs-là qui rentrent de fait dans la classe ouvrière. Par exemple, il y a un exemple qui, je pense, parle pas mal aussi, c'est la question des instituteurs. Parce que vous savez, les instituteurs, ils disent souvent aujourd'hui, ah, avant, les instituteurs, on avait du respect, etc., c'était pas pareil. Mais en fait, c'est assez évident, parce que aujourd'hui, on a un nombre d'instituteurs beaucoup plus important que ce que c'était il y a 100 ans auparavant. L'instituteur, au 19e siècle, c'était quelqu'un qui était un notable, qui avait un savoir que peu de monde avait, et qui, du coup, jouissait d'une position particulière, qui pouvait voilà, organiser la population, qui avait des liens avec les milieux politiques. Aujourd'hui, bien sûr, c'est pas du tout ça. C'est assez, en fait, et même, on va dire, il y a plein de gens qui se battent pour avoir les concours, et il y a plein de gens qui sont prêts à prendre la place si jamais un instituteur voilà, doit être remplacé. Donc voilà. Et en fait, bout à bout, sans rentrer un peu dans les détails, mais ça représente aujourd'hui 70%, quand on prend ces critères-là, la classe ouvrière, ça représente 70% de la population active. Donc c'est une large majorité, qui est même en expansion par rapport à avant. Et si ça vous intéresse, nous on a fait une étude un peu, en fait je me base pas mal sur une étude un peu complète qu'on a faite sur les réorganisations productives de l'économie, comment on travaille aujourd'hui, comment est organisée la production, etc. Qui est beaucoup plus complet que tout ce que je dis. Et voilà, on le vend, je crois qu'il est sur une table derrière, mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, on a d'autres brochures sur d'autres sujets aussi. Et donc ça c'est en France. Mais il faut aussi dire quelque chose, c'est que quand on regarde à l'international, on voit bien que c'est encore plus vrai. Parce que quand vous regardez des pays comme la Chine, comme l'Inde, ou même dans certaines parties de l'Afrique, il y a l'émergence d'une classe ouvrière très très grande. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de le démontrer plus que ça. Vous voyez bien, ceux qui produisent vos vêtements, les smartphones, enfin, tous ces objets-là, c'est une classe ouvrière gigantesque qui travaille dans des concentrations industrielles énormes et qui, en plus, voilà, a des conditions effroyables de vie et de travail, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est un peu la première question, c'est-à-dire que c'est important de voir que la classe ouvrière, effectivement, c'est la classe majoritaire, mais en même temps, on pourrait se poser la question de qu'est-ce qu'on entend, c'est quoi le rapport avec la révolution, ou pour le dire autrement, pourquoi est-ce qu'on dit c'est le sujet politique révolutionnaire central aujourd'hui, en fait. Et pour comprendre un peu ça, il faut partir du premier constat, d'un premier constat qui est que tout comme il existe une classe ouvrière, c'est-à-dire des travailleurs en fait qui se font extorquer leur force de travail pour enrichir des profits, etc., il existe une classe adverse qui précisément exploite ces gens-là et que nous on a pour tradition d'appeler la bourgeoisie. Et cette classe en fait, elle est consciente de ses intérêts et sa puissance, elle a vraiment des fondements matériels. À l'image de ce que disait Marx, qui est une formule un peu connue, qui est de dire l'idéologie dominante, c'est l'idéologie des classes dominantes. Aujourd'hui, on voit bien en fait qu'il existe une bourgeoisie qui diffuse son idéologie de manière importante. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a parfois une idée que certaines personnes ont qu'il y aurait une multiplicité des pouvoirs, qui serait un peu partout, qu'on ne sait pas exactement. Mais en fait, quand on regarde un peu la réalité du monde aujourd'hui, on voit bien que c'est pas exactement comme ça que ça marche, parce que il y a une communauté d'intérêts des grands patrons. Ils peuvent avoir des désaccords entre eux, ou même des conflits sur des marchés, parce que entre Peugeot et Renault, bah, effectivement, en fait, on est en concurrence sur le même secteur, donc on peut avoir des positions, mais ils ont une communauté d'intérêts. Ça se voit bien par le fait qu'ils détiennent la quasi-totalité des médias. Je pense que tout le monde a déjà vu en France, c'est assez incroyable d'ailleurs, cette concentration des médias, où ils diffusent massivement une idéologie, mais ils ont des syndicats,
dont le premier c'est le MEDEF, dont le représentant Pierre Gattaz est souvent à la télé. Ils ont des porte-paroles, etc. On les entend beaucoup sur les plateaux télé, ils sont invités. Et en même temps, ils ont une grande influence dans le monde politique. Si vous regardez les récents scandales des affaires des hommes politiques, c'est incroyable comment ça démontre le lien de proximité qu'il y a entre le pouvoir politique et ses grands intérêts patronaux. Je prends deux exemples très récents. Celui de Fillon, vous vous souvenez, parce qu'il y avait tout le scandale avec les emplois fictifs et tout, mais il y avait aussi un autre scandale dont on va moins parler, mais qui est l'affaire AXA. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait Fillon, donc AXA qui est une compagnie d'assurance privée, et lui, il travaillait pour AXA avec sa boîte de conseil, et il a touché 200 000 euros, et dans le même temps, il avait le projet de casser la sécurité sociale et de la privatiser, ce qui précisément aurait servi à AXA. Donc on voit bien en fait qu'il y a quelque chose où les grands patrons ils défendent leur intérêt de manière assez consciente, quoi, et qui sont capables d'influer sur une politique. Mais ça se voit aussi quand même quand on regarde le nouveau gouvernement et le nombre de ministres qui ont des liens très très directs avec les grandes affaires du patronat, de la finance, etc. Enfin, il y a d'abord Macron, qui est ancien banquier d'affaires, enfin je détaille pas, je pense que tout le monde... Enfin, il faudrait détailler peut-être ce qu'il a fait exactement, mais je pense que tout le monde voit un peu. Mais il y a aussi par exemple le Premier ministre Édouard Philippe, qui était porte-parole d'Areva, je crois que c'est directeur des affaires publiques, quelque chose comme ça, vraiment. Et il a géré notamment le dossier de l'uranium au Niger. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'uranium au Niger, mais c'est des gens qui travaillent dans des mines et qui sont vraiment dans des conditions exécrables de vie, quasiment de l'esclavage en réalité. Et lui, donc, il a géré comment est-ce qu'on pouvait défendre cette idée-là publiquement, conseiller le gouvernement nigérian sur comment on allait faire accepter la pilule, en même temps en France, comment est-ce que ça va pas faire trop de scandales, etc., pour extraire de l'uranium, après ça sert à notre nucléaire, etc. Donc c'est quelqu'un qui a géré directement ça, puis après il n'y a aucun problème à ce que ce soit quelqu'un qui devienne gérer les affaires de la France, et dans le nouveau gouvernement, on pourrait encore beaucoup dire, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent même, c'est le PDG de la France, au service des grands patrons, finalement on pourrait un peu dire ça, qui est au pouvoir, quoi. Mais il y a ça, mais il y a même un peu plus que ça en fait, parce que dans des périodes de crise intense, on a bien vu que la bourgeoisie, elle est capable de passer à des niveaux d'offensive beaucoup plus importantes, et même de remettre en cause les règles démocratiques quand elles vont plus dans son sens. Ça s'est vu récemment avec, par exemple, l'élection de Syriza, de Tsipras en Grèce. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu, quand ça s'est passé l'été, mais tout de suite après, il y a eu une offensive des marchés. D'ailleurs, c'est une menace qui s'agite souvent, les grands patrons à la télé. Ils disent si vous faites des trucs qui ne nous plaisent pas, nous on va couper les investissements et on va voir comment ça marche. Et c'est précisément ce qu'ils ont fait concrètement en Grèce. Et ils ont réussi à faire qu'un gouvernement qui défendait un certain nombre d'acquis sociaux, etc., s'est retrouvé à non seulement n'en appliquer aucun, mais en plus à appliquer toutes les contre-réformes qui étaient exigées par le patronat. Et on voit bien qu'il y a eu une espèce de consensus de tous les grands patrons, tous les grands hommes politiques, enfin tous les chefs d'État à l'échelle de l'Europe, pour imposer ce rapport de force. Et peut-être pour donner un exemple qui est encore plus radical, et peut-être qu'il faut remonter un peu dans le passé, parce que ça fait longtemps que la bourgeoisie elle n'a pas été en danger très grave, mais pour ceux qui étaient là pour la séance dernière, on avait parlé un peu du Chili et d'Allende, et comment est-ce que, c'est quelque chose qui est très connu aujourd'hui, les services secrets américains avaient carrément fomenté un coup d'État, mis Pinochet au pouvoir et perpétré des massacres de masse pour empêcher que leur pouvoir soit remis en cause. Donc je pense que ça c'est important parce que cette bourgeoisie, c'est le principal obstacle à ce qu'il existe une société où les moyens de production soient partagés, c'est ce que nous on appelle une société communiste, c'est-à-dire où il y ait une production libre et indépendante, où l'ensemble de la production s'entende de manière équitable sur comment on doit produire les choses, pourquoi, etc. Tout simplement parce que la révolution et le communisme signifient précisément que les moyens de production dont détiennent ces gens-là et qui leur font accumuler beaucoup de profits, ils soient mis dans les mains en fait, de la majorité. Et donc ça, c'est une question importante parce que c'est ça qui donne le caractère de centralité de la classe ouvrière, ou finalement le fait que la classe ouvrière c'est une classe révolutionnaire, parce que pour attaquer la bourgeoisie, forcément, il y a besoin en fait de s'en prendre à ces moyens de production, et les travailleurs qui sont capables de bloquer l'économie par la grève, etc., et de mettre en péril en fait l'accumulation du capital, c'est les seuls qui sont à même en fait d'instaurer un rapport de force
avec la bourgeoisie. Et peut-être il y a un élément de plus qui surajoute, mais qui va dans le sens de ce que je disais avant, c'est qu'il faut bien comprendre aussi que la classe ouvrière, c'est une classe qui a la particularité à la fois de n'exploiter personne, c'est-à-dire elle est seulement exploitée, mais elle n'a personne sous ses ordres, elle n'a pas d'esclaves, etc. Ou alors elle fait travailler personne pour son compte, quoi. Donc, et en même temps, ses intérêts ils sont complètement antagoniques avec ceux des exploiteurs et de la bourgeoisie. Et en fait, pour Marx, c'est ça qui fonde son caractère révolutionnaire, parce que si la classe ouvrière elle veut s'émanciper aujourd'hui, c'est pas qu'elle peut faire la révolution, c'est qu'elle n'a pas le choix en fait. C'est-à-dire que sa seule possibilité de s'émanciper pour soi, c'est de faire la révolution et d'exproprier la bourgeoisie en fait. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et du coup, c'est ça qui fonde fondamentalement son caractère révolutionnaire. Et du coup, il y a un certain nombre... voilà, si on regarde les expériences de révolution qu'il y a pu avoir au cours du XXe siècle, ça se développe souvent de cette manière, c'est-à-dire, ou même les situations pré-insurrectionnelles comme il y a pu avoir en mai 68, c'est-à-dire que les travailleurs commencent à bloquer l'économie, en se mettant en grève, mais ils récupèrent aussi le contrôle des moyens de production et ils commencent, par exemple, c'est comme ça généralement que se développent les phénomènes révolutionnaires, et ils commencent à faire tourner eux-mêmes la production. Ça, c'est quelque chose de très radical parce que ça démontre. Il y a plein d'expériences d'autogestion ouvrière. Vous pouvez penser en France, il y a eu les montres, je sais plus, le LIP. Bon, voilà, tout le monde connaît en plus. Bon, voilà. Et en fait, ça, c'est un problème pour la bourgeoisie parce que ça démontre que les travailleurs ont le savoir-faire et la capacité de faire tourner eux-mêmes en fait les outils de production, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'on entend par le fait que ça soit un sujet politique révolutionnaire. C'est-à-dire simplement que c'est le seul moyen de détruire le capitalisme, de faire la révolution. Et ça ne veut pas dire du tout, pour nous, qu'on a un fétiche des ouvriers, etc. Mais ça veut dire que nous, on se pose la question, comme disait un peu Daniela la semaine dernière, de pas seulement lutter, pour le principe de lutter, parce qu'il faut résister, mais de lutter pour gagner, en fait. Et on pense que quand on lutte pour gagner, eh ben, il faut poser la question de qu'est-ce qui permet d'instaurer un rapport de force qui permet d'exproprier la bourgeoisie, quoi. Et en fait, je citais plein d'exemples historiques, mais en même temps, quand on regarde récemment, il y a quand même un moment, contre toute idéologie, si on revient un peu à ce que je disais au début, c'est-à-dire il n'y aurait plus de classe ouvrière, plus de classe moyenne, ce serait plus possible de bloquer l'économie, il y a une démonstration importante qui a été faite l'année dernière à ce propos, au printemps 2016, durant la mobilisation contre le travail, parce que d'un coup, on a vu une partie des travailleurs se mettre en grève, commencer à bloquer la production, et là on sentait que le triomphalisme de la bourgeoisie, il était un peu moins présent, quoi. On avait les blocages des transports qu'on a eu pendant un moment, on a eu les blocages des raffineries et les grèves dans les raffineries, il y avait quand même la menace d'une pénurie qui était, vous vous souvenez, sur tous les journaux, etc. Mais aussi par exemple les dockers du Havre qui bloquaient le principal port de France, etc. etc. Et je pense que ça joue un rôle important parce qu'aujourd'hui c'est difficile de nier qu'il n'existe plus, parce que c'est ça la question. Est-ce qu'il existe des travailleurs capables, par leur grève, de bloquer la production et de mettre en difficulté la bourgeoisie? Je pense que cette grève, ce mouvement-là, on a fait la démonstration. Et en plus, si on réfléchit, c'est une grève qui était assez limitée, notamment parce que les directions syndicales ont tout fait pour qu'elle soit limitée. Mais d'une part, il y avait ce qu'on appelle les journées saute-mouton dispersées, c'est-à-dire un jour c'est les cheminots, un jour c'est les raffineurs, mais jamais tous ensemble au même moment. Et en plus, la grève, elle était limitée à quelques secteurs. On n'avait pas une grève généralisée. Par exemple, le public, globalement, les salariés du public étaient peu dans la grève. Ça joue un rôle déterminant dans le rapport de force. Et on voit bien que si tout ça se mettait en place, la possibilité d'une grève générale qui bloque l'ensemble, qui paralyse l'ensemble de l'économie, je sais pas, comme a pu exister en 1968, elle est complètement actuelle. Et il n'y a rien en fait qui a changé fondamentalement pour que ce soit le cas. Et donc, malgré ce fait-là, qui a été rappelé un peu l'année dernière, on pourrait dire qu'il y a un paradoxe, parce que la majorité des gens ne continuent de ne pas voir l'existence de la classe ouvrière ou de ne pas la revendiquer, et notamment, ça s'exprime par exemple si on regarde les résultats des présidentielles. Il y a quelque chose qui paraît paradoxal. Les gens, ils votent pour
nous, ce qu'on appelle les politiciens bourgeois, c'est-à-dire les politiciens qui sont au service de la bourgeoisie, enfin, je sais pas, quand on voit Macron, on voit bien, et ben, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent c'est bizarre parce que la majorité des gens vont souffrir des politiques de Macron, mais pourtant, c'est bon, même si bien sûr il faut relativiser toute la part des gens qui ont voté pour lui, etc., mais il y a quand même des travailleurs qui votent pour lui. Donc on pourrait se dire qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre. Et je pense que c'est une question importante parce que Marx, quand il définissait la classe ouvrière, il ne considérait pas que la conscience ouvrière était quelque chose d'automatique. C'est-à-dire qu'il ne disait pas c'est parce que des ouvriers existent qu'ils ont conscience, qu'ils ont un intérêt commun, qu'ils le défendent. Mais au contraire, il fait une définition qui est une définition importante, qui est distinguer la question de ce qu'on appelle la classe en soi et la classe pour soi. Et donc la classe en soi, c'est la classe qui existe quel que soit son niveau de conscience, quel que soit son niveau d'organisation, parce que c'est une classe voilà, qui est exploitée, qui a des intérêts communs, etc. Et la classe pour soi, c'est le fait que les travailleurs en fait, aient une conscience d'avoir un intérêt commun. Et l'un n'entraîne pas nécessairement l'autre. Et même si on regarde, on pourrait dire que en France, le niveau de conscience de classe, si on prend à partir de 1968, c'est quelque chose qui a globalement beaucoup baissé. Pour dire même, pour amplifier à mon avis, on est même passé de quelque chose où par exemple il existait quelque chose dans les années 60-70 qui était une fierté ouvrière, c'est-à-dire les gens qui disaient moi je suis fier en fait d'être un travailleur et de penser qu'on peut faire la révolution, etc. Pas forcément de faire la révolution, mais en tout cas au moins d'appartenir à cette classe sociale. Et aujourd'hui c'est plutôt quelque chose qui fait honte en fait. On est vraiment passé à quelque chose de ça et qui pèse beaucoup. Et moi je pensais à par exemple une petite anecdote de ma vie personnelle. Qui est que j'ai travaillé quand j'étais un peu plus jeune plusieurs mois dans un entrepôt en fait de stockage de pièces de poids lourds et en fait c'était intéressant parce que quand je suis arrivé finalement il y avait un peu deux types de groupes, j'ai remarqué très vite, c'est-à-dire les vieux ouvriers et les jeunes et en fait la différence elle est très simple, c'est que les vieux ouvriers quand je parlais avec eux ils me disaient écoute ici tu te fais avoir, je me souviens ils faisaient des réunions entre eux en petit comité où ils regardaient, en fait, ils avaient trouvé les bénéfices que faisait le groupe dans lequel ils travaillaient, qui était un grand groupe, par an, etc. Ils disaient, tu te rends compte les milliards qu'on perd, etc. Ils me disaient, fais tout, surtout pour que, voilà, te pas faire avoir, travaille le moins possible, il faut s'organiser comme ça, etc. Et je me souviens parce qu'il y avait par contre des jeunes qui, eux, avaient pas du tout cette conscience. Et même, il y avait un jeune qui me disait, moi, je trouve, quand je vois tout le chômage, la misère, etc., je me dis, j'ai de la chance, en fait, d'être ici et de travailler, je tiens mon boulot. Et c'était quelqu'un qui, au contraire, pensait que voilà, il pourrait progresser s'il travaillait bien, que ça allait faire, et qu'avait même le fait de mal travailler, c'est quelque chose qui l'angoissait. Il se sentait mal, il se disait, voilà, c'était une question morale quasiment qui était posée. Et non seulement je pense que ça exprime l'écart de génération, après peut-être que c'est moi qui réécris l'histoire, mais en tout cas je pense que ça montre au moins que ces gens-là ils travaillent dans la même usine, ils ont le même salaire, ils ont le même travail, et pourtant ils ont un niveau de conscience qui est très différent. Et donc du coup, je dis ça parce que le niveau de la conscience de classe, c'est-à-dire le fait que les gens aujourd'hui aient plus honte d'être des travailleurs qu'une fierté, c'est quelque chose qui n'est pas un phénomène naturel, objectif, etc., mais qui vient d'une offensive consciente en fait, de la bourgeoisie, des classes dominantes, et précisément après 1968. Après 1968, il y a eu des plans qui ont été pensés, où la bourgeoisie française s'est dit plus jamais ça, plus jamais en fait on peut avoir un blocage de l'économie qui commence à nous faire flipper, etc. Et ils se sont organisés consciemment. Et en fait, il y a eu un travail qui a consisté à fragmenter la classe ouvrière et à la diviser, que ce soit, il y a eu tout un tas de stratégies, par exemple, quelque chose qui est assez connu, c'est que là où il y avait des grosses concentrations, par exemple, et où les travailleurs se rencontraient beaucoup, etc., ils n'ont pas changé comment fonctionnait globalement l'économie, par contre, ils l'ont éclaté de manière géographique, avec une maison mère et plein de sous-traitants, et que du coup, un sous-traitant aujourd'hui ne peut ne pas savoir pour qui il produit, pourquoi, etc. Mais surtout, le patron essaye d'opposer après les travailleurs qui sont les sous-traitants à l'usine de la maison mère en disant voilà, si eux travaillent mal, après ça vous impacte vous, etc. Mais en fait, il faut comprendre que cette fragmentation, elle a existé aussi à l'intérieur des usines. Et par exemple, il y a un livre de sociologues qui ne sont pas du tout des marxistes révolutionnaires, mais qui est très intéressant quand même, qui s'appelle Beau et Pialou, peut-être que certains connaissent,
qui s'appelle Retour sur la condition ouvrière, et qui est une enquête aux usines Peugeot à Sochaux. Et en fait, eux, ils ont l'avantage d'avoir suivi cette usine particulière, qui est une usine donc, Peugeot qui est à Sochaux, quoi, et pendant plusieurs décennies. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'ils racontent énormément d'anecdotes. Enfin, moi, je vous invite à lire parce qu'on comprend en plus la réalité de l'organisation du travail, etc. C'est très intéressant. Et par exemple, ils racontaient que à l'époque où il y avait en fait, on montait les voitures sur la chaîne. Vous voyez, en fait, elles passent sur la chaîne et chacun a une tâche à faire. En fait, les travailleurs ils s'organisaient en se disant comment faire pour que on puisse bloquer la chaîne et faire qu'on travaille moins. Et c'était un truc qui était systématique, c'est-à-dire qu'ils se disaient, s'il y en a un qui va aux toilettes, la chaîne elle se bloque. S'il y en a un qui fait n'importe quoi, la chaîne elle se bloque. Il fait semblant de se blesser, la chaîne elle se bloque. Et en fait, ils organisaient de manière consciente, et lui il raconte comment ils discutent entre eux, etc., de se dire comment on va faire pour faire croire, et qu'en fait on travaille surtout le moins possible. Comment est-ce que par exemple, quand il y a la pause midi, nous on veut 20 minutes de plus, donc on va tous arriver 20 minutes après. Et donc en fait, on peut rien nous dire parce qu'on est tous ensemble. Et il raconte comment est-ce que, et c'est vraiment intéressant, parce que lui il raconte non seulement comment on a changé les conditions de travail, mais aussi comment est-ce que les patrons l'ont pensé de manière scientifique. Comment faire pour briser ces solidarités ouvrières dans l'usine. Et par exemple, il y a un truc qui a été inventé et qu'aujourd'hui est systématisé. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans l'industrie, c'est partout. C'est l'individualisation des postes de travail. C'est-à-dire que tu as ta tâche, mais surtout une tâche qu'on peut mesurer. C'est-à-dire qu'on peut dire, il y avait ça avant et il y a ça à la fin de ton travail et ton travail c'est ça. Et du coup, maintenant, dans toutes ces boîtes-là, il y a des trucs de performance individuelle. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est assez intéressant de voir ça. C'est-à-dire que tu démarres, on dit t'es pas très fort, donc il faut faire 70% des objectifs. Après tu montes 80, 90, 100, 110, et en fait le truc monte tout le temps jusqu'à l'épuisement. En fait, tant qu'ils peuvent en rajouter. Et après ils disent regarde lui à côté il fait 120, donc si toi tu peux pas faire, ça veut dire qu'il y a un problème, etc. Et donc ça c'est quelque chose qui a été organisé. Mais en même temps, ça n'a rien d'objectif. Parce qu'on voit bien que le problème est que c'est très lié. C'est pas lié à des stratégies machiavéliques, ça, même si c'est machiavélique, mais ce n'est pas lié qu'à ça, c'est lié qu'en face, il y a une absence de réaction pour savoir comment contourner ces nouveaux mécanismes qui ont été inventés et qui correspondent à ce que je disais. Quand on arrête de se réunir entre nous et de se dire mais comment on va faire pour bloquer la chaîne, comment on va faire pour tous travailler moins, et ben effectivement après c'est plus difficile de ne pas se laisser sombrer et dans le travail de plus en plus difficile et intense. Et la compétition entre les uns et les autres quoi. Et donc ça c'est sur le terrain matériel, mais après il y a aussi un travail idéologique qui a été fait, qui consistait à dire voilà que la classe ouvrière n'existe plus. Je parlais de Fukuyama au début, mais il y en a eu un certain nombre de théoriciens qui ont essayé de démontrer, et qui ont écrit vraiment des gros bouquins, il y a plein de démonstrations, etc. Et il faut peut-être noter sur ce terrain-là quand même que c'est là qu'on se rend compte que la bourgeoisie, non seulement elle est consciente de ça, mais en plus elle a beaucoup de culot. Parce que vous imaginez quand même qu'elle ne fait rien. C'est des gens qui sont des grands patrons, etc., qui ne font quasiment rien de leur vie, enfin, ou héritiers, tout ce que vous voulez. Il y a une classe qui produit gratuitement pour eux en fait des richesses, et eux ils accumulent mais des milliards et des milliards, et ils osent dire, cette classe fait tout dans la société, et eux osent dire qu'elle n'existe pas. Donc c'est quand même incroyable, c'est-à-dire c'est comme si la richesse tombait du ciel, alors qu'il y a des gens qui se tuent véritablement à la tâche pour eux, quoi. Et en fait, il y a le fait est que là on arrive à une question importante, c'est que la question de l'unification de la classe, de la conscience collective, c'est quelque chose qui se construit en fait. Et quand on regarde dans l'histoire du mouvement ouvrier, dans l'histoire du mouvement révolutionnaire, c'est quelque chose qui a toujours été un travail qu'ont pris en charge les militants. Et qu'il y a toujours eu des flux et des reflux de la conscience de classe. C'est pas une question qui est nouvelle, c'est pas il y a eu une conscience de classe qui a toujours existé, puis maintenant ça n'existe plus. Et pour vous convaincre un peu de ça, j'ai repris en fait une citation de Trotsky qui écrit en 1923, donc on voit que c'était quand même il y a un certain temps, dans un livre qui s'appelle Les questions du mode de vie. Il écrit quelque chose là-dessus. Et à mon avis, ça en dit long sur les préjugés un peu qui peuvent exister sur ce qu'était la classe ouvrière à l'époque. Il dit « La puissante unité sociale que représente le prolétariat apparaît dans toute son ampleur aux époques de lutte révolutionnaire intense. » Donc il dit l'unité, elle apparaît quand on lutte tous ensemble, en fait, c'est là qu'elle apparaît. Mais, à l'intérieur de cette unité, nous remarquons en même temps une incroyable diversité et même une grande hétérogénéité. Du berger obscur et inculte au machiniste hautement qualifié, hautement spécialisé, s'échelonne toute une variété de qualifications,
de niveau culturel, d'habitude de vie. Enfin, chaque couche sociale, chaque atelier d'entreprise, chaque groupe est constitué d'individus d'âge et de caractères différents, au passé diversifiés. Si cette diversité n'existait pas, le travail du Parti communiste dans le domaine de l'éducation et de l'unification du prolétariat serait tout simple. Mais au contraire, l'exemple de l'Europe nous prouve combien ce travail est en réalité difficile. On peut dire que plus l'histoire d'un pays, et donc l'histoire de la classe ouvrière elle-même, est riche, plus on y trouve de souvenirs, de traditions, d'habitudes, plus les groupements sociaux y sont anciens, plus il est difficile de réaliser l'unité de la classe ouvrière. Donc c'est quand même intéressant parce que ça déconstruit l'idée que voilà, à l'époque, il y aurait une classe ouvrière qui spontanément se dirait on travaille dans la même usine, donc on est ensemble, etc. Mais non, en fait, l'éclatement des statuts, etc., c'est quelque chose qui existe, qui a toujours existé. Et même il y a Gérard Noiriel, je ne sais pas si vous connaissez par exemple, qui explique par exemple que contrairement à ce qu'on croit, la classe ouvrière au 19e siècle, elle n'était absolument pas concentrée. Elle était très très dispersée, il y avait beaucoup de petites productions, etc. Et que ça n'a jamais empêché qu'il y ait une conscience collective et des organisations qui puissent organiser l'ensemble des travailleurs en fait. Et 3 révolutions même. Non. Ouais. Et oui, 3 révolutions, c'est vrai. Et moi je dis ça parce que... Pourquoi ? Parce que en fait, la caractéristique importante de cette période, et ce qui explique principalement le reflet de la conscience de classe, c'est pas seulement le fait que la bourgeoisie ait une stratégie, etc. Parce que, de toute manière, la bourgeoisie, c'est toujours de diviser son adversaire. Ça, c'est pas nouveau. Mais par contre, ce qui est un peu plus nouveau, c'est que c'est une tâche qui a été abandonnée, en fait, par le mouvement ouvrier et par la gauche depuis les années 80, à peu près. Et que, du coup, ça explique beaucoup, et même, parfois même, on pourrait dire accompagné, malheureusement. Et c'est ça qui explique beaucoup le refus de la conscience de classe. Par exemple, sur l'exemple que je donnais, quand je disais comment est-ce que les patrons ont pensé comment casser une concentration ouvrière et la diviser en sous-traitance, par exemple, en soi, on se pourrait se dire, ok, mais les travailleurs, c'est pas ça qui va faire qu'ils ne sentent pas les intérêts communs. Mais par exemple, pourquoi c'est une responsabilité des directions syndicales ? Parce qu'il y a plein d'exemples aujourd'hui en fait, quand on a cassé l'entreprise, il y a la maison mère qui centralise un peu toutes les pièces, etc. Le syndicat, il est resté à la maison mère, le syndicat d'origine de l'entreprise. Et quand un sous-traitant se met en grève, du coup, les sous-traitants n'ont plus de syndicat. Et quand le sous-traitant se met en grève, le syndicat dit « mais c'est pas la même usine, c'est pas les mêmes travailleurs, donc on va pas organiser la lutte des autres. » Et c'est quelque chose qui se passe systématiquement. Donc on voit bien que ça n'a rien d'objectif, parce que si le syndicat il disait « non mais en fait, nous on nous a un peu enfumé parce qu'on nous dit qu'il y a plusieurs usines, mais en fait c'est la même, et qu'en fait on l'a juste cassé géographiquement, il suffit de continuer à faire le travail, et c'est la même chose. » Et on pourrait prendre aussi l'exemple, par exemple, de quelque chose qui se développe beaucoup, et qui est finalement, d'une certaine manière, l'extrême éclatement du prolétariat, qui est la question, par exemple, des Uber, voilà, des livreurs, etc. Par exemple, il y a plein d'expériences qui ont... Enfin, plein. Il y a quelques expériences, et même certaines avancées, de lutte collective de ces travailleurs. Enfin, vous avez vu, par exemple, il y avait des grèves des Uber, etc. Est-ce que vous avez entendu les directions syndicales dire un mot là-dessus ? Est-ce que vous avez entendu les directions syndicales dire pourquoi comment est-ce qu'on ne syndique pas ces gens-là ? Pourquoi est-ce que c'est pas un scandale ? Et en fait, vous voyez bien que ça devrait être une bataille que prendre en charge le mouvement ouvrier, et qu'aujourd'hui, il n'y a aucune bataille qui est menée sur ce terrain-là. Et donc ça, c'est la première manière dont le mouvement ouvrier, sa direction, a accompagné sur le plan matériel ça. Mais elle a accompagné aussi sur le plan idéologique. Et ça, à mon avis, c'est une question importante. Pourquoi ? Parce que le mouvement ouvrier en France, historiquement, il est dirigé par quelque chose qui s'appelle le stalinisme, qui était le PCF, la CGT, etc., qui étaient liés à Staline, hein, dans sa personne, qui revendiquait les ordres qui étaient donnés par Moscou. Et en fait, eux, ils avaient une conception de dire qu'il ne fallait pas défendre le combat contre les oppressions spécifiques, ce que nous on appelle les oppressions spécifiques, c'est-à-dire le féminisme, le racisme. Pourquoi ? Parce que c'était des luttes petites bourgeoises, qui ne concernaient pas la classe ouvrière, qui la divisaient, il ne fallait pas parler de ça, etc. Et du coup, ils ont joué un rôle puissant pour diffuser cette idéologie-là, qui, en fait, contribue, en plus de ce que je disais sur le plan matériel, d'éclatement et de production, contribue à diviser, en fait, et à exclure de la classe ouvrière ceux qui ne ressemblent pas à leur modèle. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont une nostalgie du PC en disant ouais, le PC il avait construit l'unité de la classe ouvrière, c'était bien, etc. Et c'est quelque chose qui est en partie vrai.
en partie vrai, parce que c'est vrai qu'à l'époque, voilà, le mouvement ouvrier était fort, il construisait quelque chose, mais il faut voir sur quelle base il a été construit. Parce qu'eux, ils l'ont construit sur une image qui était fausse, qui était une image, voilà, on connaît un peu cette image, c'est-à-dire c'est l'ouvrier qui était blanc, donc c'est-à-dire qui n'était pas racisé, c'est l'ouvrier qui était homme, donc qui n'était pas une femme ou autre minorité de genre, qui était hétérosexuel, qui était qualifié aussi, parce qu'il y avait toute la différence à l'époque, vous connaissez, entre les ouvriers professionnels et spécialisés, et c'était vraiment ceux qui étaient les plus qualifiés, et ils ont construit en fait cette distinction, et du coup, dans le même temps, ils ont réduit l'influence du mouvement ouvrier à ces secteurs qui sont les secteurs les plus intégrés, parce qu'en réalité, les secteurs qui travaillent dans le cœur de la production, c'est-à-dire là on peut bloquer, et là aussi du coup on a un rapport de force pour avoir des statuts, etc. Par exemple, vous pensez aux cheminots, pensez à tous les secteurs qui sont visés par le travail, vous regardez, ils ont la spécificité d'être un prolétariat qui a une certaine homogénéité quand on regarde, etc., et qui sont les secteurs spécifiques qu'organisait le stalinisme français. Et en fait, quand je dis qu'ils ne luttaient pas contre les préjugés, le racisme, le sexisme, etc., qui ne prenaient pas en charge ces causes-là, moi je dirais même que, on pourrait même dire que d'une certaine manière, ils l'accompagnaient et ils les renforçaient. Et il y a un certain nombre d'exemples de ça. Et notamment, il y en a un qui est un peu connu, qui est celui de Robert Hue, qui était à l'époque un cadre du PC, qui est après devenu dirigeant du PC, qui maintenant soutient Emmanuel Macron à la présidentielle. Et en fait, lui, il était maire de Montigny-les-Corneilles en 1981. Et en fait, ce qui s'est passé en 81, et c'est une histoire vraie, vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez sur internet, parce que ça a été filmé évidemment, c'est qu'en fait, il y avait des rumeurs selon lesquelles il y aurait un père de famille qui était marocain, qui serait un dealer de drogue, mais c'était vraiment les rumeurs de voisinage, etc. Et lui, ni une ni deux, il saisit l'occasion, et la mairie de Montigny-les-Corneilles, donc la mairie qui dirige, organise une manifestation devant la maison, en disant les dealers dehors, qu'est-ce que fait la police, il faut qu'elle vienne quoi. Donc c'est quelque chose, quasiment quand vous le regardez, vous avez l'impression que c'est Sarkozy qui dit il faut nettoyer ça au crachat. Un peu plus même parce que c'est vraiment raciste en plus comme conception, mais donc du coup on voit bien qu'ils ont fait un peu plus que ne pas lutter sur ces questions, mais ils ont accompagné le fait de briser les éléments d'unité qu'il pouvait y avoir entre une classe ouvrière plus racisée, qui ne rentrait pas dans leurs normes, et la classe ouvrière qui voulait organiser. Et je pense que ça c'est un fait important, parce qu'aujourd'hui on est d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, tributaire de cette conception-là. Il y a un héritage qui pèse beaucoup en fait. Et qui pèse beaucoup par quoi ? Par le fait qu'aujourd'hui, on considère par exemple que il y a beaucoup, même dans l'extrême gauche, il y a beaucoup de gens qui considèrent que par exemple, le mouvement ouvrier, c'est contradictoire avec le féminisme, avec la lutte contre le racisme, etc. Et que les deux, en fait, ils ne peuvent pas aller ensemble. Mais pour le dire autrement, il y a aussi la conception selon laquelle, en fait, un ouvrier, c'est forcément blanc. Bon, déjà, en fait, ça correspond en aucun cas à la réalité du travail aujourd'hui. Il suffit de se balader dans Paris pour voir la réalité de qui travaille, en fait. C'est le moins que des blancs. Tout ce que je disais en plus, mais en plus qui est raciste, qui est sexiste, qui est homophobe, etc., c'est quelque chose qui pèse beaucoup. C'est un préjugé qui pèse énormément. Et ça fait par exemple qu'aujourd'hui, si vous regardez un cadre qui est prolétarisé, comme je parlais avant, c'est-à-dire quelqu'un qui est informaticien, parce qu'il y a des gens qui travaillent en informatique, qui gagnent très très peu, qui travaillent dans un bureau, etc. Mais par exemple, ces gens-là, ils peuvent gagner 1500 €, se faire exploiter, etc. Mais ils vont jamais se sentir une communauté d'intérêt avec la balayeuse noire qui nettoie leur bureau. Jamais. Et pourtant c'est évident que ces deux personnes, elles travaillent pour le même patron et que précisément il organise. Et qu'en plus, je veux dire, le cadre qui travaille dans son bureau, c'est pas lui qui est en train d'organiser l'exploitation de la travailleuse. Mais pas du tout. Et pourtant, c'est une question, aujourd'hui ça paraît aberrant. Et en fait, je pense que c'est important de comprendre que ce n'est pas une évidence en fait. C'est quelque chose qui est un construit politique qui vient du stalinisme français et dont on hérite. Et si vous voulez, pour vous en convaincre, j'ai repris une citation de Lénine que je trouve particulièrement percutante. En réalité, elle est percutante à deux titres parce que déjà, elle combat complètement cette vision-là. Mais en plus, parce que pour le coup, le stalinisme aime bien se revendiquer de Lénine. Enfin, Staline s'est beaucoup revendiqué de Lénine. Et d'ailleurs, on nous dit toujours que Lénine, ça serait la continuité de Staline. Et je pense que ça a le mérite, en plus de démontrer que ça n'a pas toujours été une évidence, que le mouvement ouvrier est opposé
aux luttes contre le sexisme, aux luttes contre l'homophobie, etc. Mais aussi qu'il n'y a pas de tenance, pas de continuité entre ces deux conceptions. Donc c'est Lénine qui écrit ça en 1905, donc il y a plus de 100 ans, dans un livre qui s'appelle Que faire ? Et il dit la social-démocratie, qui est le nom à l'époque du mouvement révolutionnaire en Russie, dirige la lutte de la classe ouvrière, non seulement pour obtenir des conditions avantageuses dans la vente de la force de travail, mais aussi pour l'abolition de l'ordre social qui oblige les non-possédants à se vendre aux riches. La social-démocratie représente la classe ouvrière dans ses rapports, non seulement avec un groupe donné d'employeurs, mais aussi avec toutes les classes de la société contemporaine, avec l'État comme force politique organisée. Il s'ensuit donc que les social-démocrates ne peuvent se limiter à la lutte économique, mais aussi qu'ils ne peuvent admettre que l'organisation des divulgations économiques constitue le plus clair de son activité. Et ensuite, il continue un peu plus loin, et il insiste, il dit, parce que c'est un texte de polémique, ça il faut savoir, c'est pour ça qu'il s'adresse à quelqu'un, il dit, est-il vrai que la lutte économique soit en général le moyen le plus largement applicable pour entraîner les masses dans la lutte politique ? C'est absolument faux. Pourquoi les Zemskiers Natchalniki, en fait c'est des chefs ruraux voilà, sous le tsarisme qui sont très brutaux, donc c'est les violences policières de l'époque on va dire, et les punitions corporelles infligées aux paysans, la corruption des fonctionnaires et la façon dont la police traite le bas peuple des villes, la lutte contre les affamés, la campagne de haine contre l'aspiration du peuple aux lumières et à la science, l'extorsion des impôts, la persécution des sectes, le dressage des soldats et le régime de caserne infligé aux étudiants et aux intellectuels libéraux. Et pour le coup, les étudiants et les intellectuels libéraux de l'époque, c'est vraiment des petits bourgeois, parce qu'en Russie, quand on étudie, c'est vraiment quand on vient d'un milieu social très aisé. Pourquoi toutes ces manifestations de l'oppression, et mille autres encore, qui ne sont pas directement liées à la lutte économique, seraient-elles en général des moyens et des occasions moins largement applicables d'agitation, d'entraînement de la masse à la lutte politique ? Tout au contraire. Et donc cette lutte, en fait, à l'époque, Lénine il l'amène contre ce qu'il appelle les économistes, les économicistes, ça dépend de la traduction. Et finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe encore beaucoup, et que parfois on l'appelle comme ça, mais on l'appelle aussi l'ouvriérisme. C'est-à-dire l'ouvriérisme. Et on voit qu'en fait, cette lutte-là, elle était déjà menée à l'époque, et elle est aujourd'hui d'une grande actualité, au moins aussi importante, voire plus, parce que aujourd'hui, le développement de l'idéologie dominante qui vise à diviser en fait la classe ouvrière, c'est largement plus développé. Tout le monde va à l'école, à l'époque c'était pas le cas, tout le monde regarde la télé, des médias de masse, etc. Et des médias où en fait, par exemple, l'homophobie ou le sexisme sont largement diffusés. Il suffit de penser par exemple à Hanouna, le présentateur vedette Touche pas à mon poste, et tout la propagande homophobe, ou je sais pas comment dire, qu'il a fait autour. Je pense que vous connaissez toute cette affaire. On voit bien qu'aujourd'hui, ces idées-là sont diffusées de manière beaucoup plus importante. Et du coup, au contraire de penser qu'il n'y aurait que la lutte économique qui serait la lutte légitime, au contraire, aujourd'hui, toutes les luttes contre toutes ces formes d'oppression sont encore plus vraies, quoi. Et je pense que nous, voilà, cette lutte contre ce qu'on appelle l'oppression spécifique, pour nous, elle s'inscrit dans la perspective de la lutte révolutionnaire. Pour deux aspects, parce que, premièrement, nous, quand on imagine la société qu'on veut construire en faisant la révolution, on espère qu'elle sera libérée, en fait, de toutes ces formes d'oppression. Voilà, une société sans exploitation et sans oppression aussi. Mais aussi, parce que pour que la classe ouvrière elle soit unifiée et qu'elle puisse en fait se sentir des intérêts communs, et ça c'est des obstacles très importants en fait. Et cette division, elle est vraiment utile en fait aux classes dominantes et à la bourgeoisie. Et on voit bien, notamment si on prend un exemple très récent, autour par exemple des élections présidentielles, Macron il s'est vraiment fait élire sur les conceptions sur lesquelles la classe ouvrière serait raciste, réactionnaire, etc. Et notamment, vous savez, si vous regardez le projet de Macron, il ne parle jamais des ouvriers, par exemple. Donc ça, c'est le truc que je disais, lutte idéologique, où on dit ça n'existe plus, la classe ouvrière. Mais il dit aussi, quand il parle des ouvriers, il dit ouais, mais ça, c'est les ouvriers qui votent Le Pen, qui sont racistes, qui sont sexistes, etc. Et moi, je vous propose la voie du progrès, comment il dit, l'opposition entre conservatisme et progressiste. Et dans son viseur, il y a beaucoup ça. Et en fait, je dis ça parce que c'est un des préjugés importants,
par lequel, et qui est totalement contradictoire avec la réalité, parce qu'évidemment, il y a des personnes homosexuelles dans la classe ouvrière, il y a des personnes racisées, etc. Mais c'est quelque chose qui est très utile parce qu'il permet de développer ce qu'on appelle l'hégémonie de la bourgeoisie, en fait. C'est-à-dire, l'hégémonie, c'est la capacité d'une seule classe, et en plus pour le coup c'est une classe vraiment très réduite, à s'adresser à l'ensemble de la société et à la convaincre en fait que c'est la classe voilà, qui peut mener, de diffuser ses valeurs, etc. Et aujourd'hui on voit que l'hégémonie bourgeoise c'est quelque chose qui est très puissant, et notamment voilà, à travers finalement Macron, il exprime ça de manière caricaturale. Et je dis ça parce que nous on a un projet en fait face à ça, qui est de construire ce qu'on appelle l'hégémonie ouvrière. C'est-à-dire que nous, on pense que non seulement la question elle est de savoir comment est-ce qu'on reconstruit une conscience de classe par un travail quotidien, voilà, de militants, etc. Mais il y a une autre question qui est de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui les secteurs ouvriers, qui se sentent prêts, par exemple, à se battre contre le gouvernement Macron, ils pourraient en fait s'adresser à l'ensemble de la population et les convaincre en fait que les luttes sont communes. Et ça recouvre un peu deux aspects. La première, c'est la question de lutter contre ce qu'on appelle le corporatisme, c'est-à-dire quand on travaille dans un secteur ou carrément dans une usine, on considère qu'on défend que son usine ou que son secteur. Et c'est quelque chose, par exemple, qui a été très important pendant la loi travail, parce que, par exemple, la loi travail, la revendication de la CGT, c'était l'abrogation de la loi travail. Bon, c'est le syndicat, mais le problème est qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui travaillent chez Uber, font plein de choses, etc. Et qui, pour le coup, en fait, le code du travail, ça ne les concerne pas du tout, quoi. Enfin, un travailleur, un chauffeur d'Uber, qui fait 70 heures par semaine, qui gagne le SMIC, on lui dit la loi travail, on va l'abolir, ça ne le concerne pas beaucoup. Et on voit bien, en fait, que s'il commençait à dire, nous, on propose, par exemple, voilà, même des choses qui sont dans le programme de CGT, qui ne sont pas forcément très radicales, mais même s'il commençait à dire, voilà, il faut que tous les travailleurs aient un statut régularisé, il faut partager le travail pour empêcher le chômage, par exemple, comme c'était quelque chose qu'a avancé Poutou, par exemple, pendant les présidentielles, on voit bien qu'en fait, ça aurait la capacité d'entraîner plus largement. Mais aussi, nous, on pense que le mouvement ouvrier, il devrait prendre en charge, et aujourd'hui, ça paraît vraiment aberrant, mais parce que c'est construit, on a dit que le mouvement syndical ne pouvait pas s'occuper de ça, prendre en charge la lutte contre les oppressions spécifiques. Et c'est quelque chose qui, en fait, n'est pas du tout aberrant, quelque chose qui a toujours existé, et qui, précisément, n'existe pas en France, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la charte d'Amiens, qui fonde le syndicalisme en France, mais c'est spécifique, qui dit qu'il y a une division entre syndical et politique. C'est-à-dire, si on ne parle pas d'économie, si on parle des violences policières, de l'homophobie, etc., on fait de la politique, c'est interdit dans le syndicat. Il y a vraiment quelque chose qui est très puissant, et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, nous, on mène régulièrement des batailles, y compris contre d'autres courants politiques de l'extrême gauche, pour que, voilà, par exemple, dans les marches contre les violences policières, ou la marche des fiertés, ou un certain nombre de questions comme ça, il y a par exemple des cortèges de travailleurs syndiqués et qui disent bah, nous en fait on soutient ces luttes-là et qu'on met même au service notre lutte, au service de ces autres luttes en fait, qui les concernent aussi pour le coup. Et peut-être j'avais pensé à prendre deux exemples pour montrer en fait que cette discussion elle n'est pas une discussion dans l'abstrait, juste théorique, etc., mais qu'elle s'incarne dans la réalité et qu'il y a un certain nombre de fois où, voilà, de prendre l'exemple de deux expériences, une plus ancienne et à l'étranger, une beaucoup plus récente, pour montrer un peu les potentialités qu'offre le fait d'avoir ce projet politique. Le premier, c'est une usine en Argentine qui s'appelle Danone. Je ne sais pas si certains connaissent parce qu'on en a quand même un peu parlé. En fait, c'est en 2001 en Argentine, il y a eu une crise économique énorme et en fait il y avait des fermetures d'usines de manière très très importante, voilà, beaucoup de licenciements, etc. Enfin, qui était vraiment quelque chose qui a même mené à ce que le gouvernement soit renversé. Et en fait, du coup, face à ça, il y a eu une très forte combativité des travailleurs, avec une grève générale, des énormes manifs, voilà, où il y avait énormément de monde dans les rues, quoi. Et en fait, il y a une idée qui va germer, il va y avoir tout un mouvement. C'est connu parce qu'il y a plein de films qui ont été faits là-dessus, il y a même Ken Loach, il me semble, qui a fait un film là-dessus.
il y a plein de mouvements de récupérer les usines, en fait, de dire les patrons ils veulent fermer, nous on récupère, etc. Il va y avoir tout un moment comme ça, et en fait, il y a beaucoup d'usines qui vont pas du tout tenir, mais en fait, l'usine de Danone, elle a la spécificité que c'est une usine où en fait les travailleurs ont exproprié le patron, donc ont repris l'usine de leurs mains, ont relancé la production, et en fait ils continuent aujourd'hui de produire pour leur intérêt. Ils ont même eu gain de cause devant la justice parce qu'ils ont instauré un rapport de force. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'ils ont réussi à résister à ça, sachant que résister à ça, ça veut dire résister au fait que c'est un scandale national. Tous les hommes politiques du pays font un scandale, vont là-bas, etc. Ça devient la question politique qui essaye tous les médias font une propagande énorme là-dessus, mais aussi que les CRS viennent intervenir pour débloquer l'usine, pour frapper les travailleurs, jusqu'à enfin, voilà, il y a eu même, on peut même être tué quoi, dans l'affrontement avec la police. Et donc comment ils ont fait pour résister à ça? Et ben, en fait, précisément, ils ont commencé à prendre en charge la question de l'alliance ouvrière et populaire et de mettre la lutte en fait qu'ils menaient au service de l'ensemble de la population. Et en fait, il y avait un slogan à l'époque qu'ils ont lancé, qui était de dire notre lutte n'est pas seulement la nôtre, elle est celle de l'ensemble en fait des travailleurs des classes populaires. Et ils disaient Danone appartient au peuple. Et en fait, ce slogan, précisément, ça incarne ce que nous on cherche à discuter autour de la question de l'hégémonie ouvrière, de la capacité à s'adresser à l'ensemble de la population. Et ça a eu plein de conséquences concrètes, parce que c'était pas seulement un slogan qui était lancé comme ça, mais ils ont fait un certain nombre de réalisations. Pour en citer quelques-unes, d'abord ils ont fait un plan de construction de logements publics en rénovant des écoles, mais aussi l'hôpital de la ville où était située l'usine. Donc c'est-à-dire à une époque où c'était difficile de construire des choses, etc. Ils ont mis leur production au service de ça. Ils ont construit en même temps une unité avec les étudiants en fait, et de l'université de, je sais même pas comment ça se dit, Komawe. Et en fait, voilà, ils ont commencé à avoir une collaboration où ils soutenaient les étudiants, en échange les étudiants visibilisaient leur lutte, c'est des campagnes de soutien, etc. organisées. Et surtout, il y a eu quelque chose d'important, c'est qu'il y a eu un accord entre les travailleurs de Danone et la communauté Mapuche, qui est une ethnie amérindienne en Argentine qui est très très opprimée et dont voilà, les terres, finalement c'est un peu comme si on regarde ce qui peut exister aux États-Unis avec les Indiens d'Amérique, etc. C'est très opprimé, dont les terres sont détruites, etc. Et en fait, ils ont fait une convention d'exploitation parce que en fait le problème est que pour construire mais j'ai même pas dit ce que c'est l'usine c'est de la céramique et du carrelage, et en fait pour construire pour fabriquer ça il y avait une matière première, et ces matières premières elles venaient en partie des territoires où vivaient les Indiens Mapuche. Vous savez bien que les anciens patrons de l'usine ils en avaient rien à foutre que les gens vivent là, et ils détruisaient le territoire, etc. Et eux ils ont choisi en fait de discuter avec eux et de passer une convention et de dire en fait on pourrait s'entendre pour que ça ne dégrade pas votre environnement et qu'en même temps, voilà. Et en fait, il y a des liens de solidarité très importants qui se sont créés. Voilà, et même, par exemple, pour la petite anecdote, l'usine de Danone s'est mis à produire des céramiques et des carrelages avec des symboles mapuche, qui étaient issus de la culture mapuche, etc. Et qui étaient quelque chose qui symbolise bien les liens. Et en fait, il y a un épisode particulier qui démontre ce qu'a permis en fait réellement et cette unité qu'ils ont cherché à construire, c'est que en fait il y a, je sais même plus d'ailleurs quand c'est exactement, mais il y a un moment en fait où il y avait les autorités qui voulaient venir débloquer l'usine, etc. 2002 je crois. Ouais, voilà, Daniel me dit que c'est 2002, et en fait il y a eu un mouvement de solidarité massive pour défendre l'usine. Et justement, du coup, les gens se sont sentis concernés en disant comme elle appartient au peuple, il faut la défendre. Et ça paraît inimaginable, mais il y a une grève générale qui a été déclarée dans toute la province. Et il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont afflué dans l'usine, en fait. 10 000 environ. Ouais, environ 10 000 personnes. Et du coup, c'est-à-dire tous les gens avec qui ils avaient créé ces liens de solidarité réels, etc., en mettant au service leur production, etc. Et du coup, parce que moi je cite quelques exemples, mais il y en a plein, en fait. C'est-à-dire c'est une politique qui a été faite à une échelle de masse. Et pas de masse, mais avec plein de fronts différents. Et du coup, c'est ça qui a permis qu'ils conservent l'usine.
et que faire que c'était impossible de les déloger, et même que la justice, vous vous rendez compte, elle était obligée de reconnaître l'expropriation. C'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas dans le droit. Aujourd'hui, ça paraît aberrant. Il y a par exemple des gens qui font des scopes en France qui rachètent leur usine, mais l'exproprier et dire le patron n'a rien, alors que c'est un grand patron, c'est une usine importante, etc., ça paraît inimaginable, mais c'est quelque chose qui a été rendu possible justement par cette politique-là, quoi. Et je pense qu'il y a aussi une autre démonstration qu'ils ont fait qui est importante et qui pèse dans le rapport de force idéologique, c'est qu'ils ont démontré qu'ils n'avaient aucun problème à faire tourner l'usine eux-mêmes et en décidant de manière collective, quoi. C'est-à-dire que tout est décidé en assemblée générale, on s'organise, etc. Enfin voilà, on se dit comment on produit, quoi, pourquoi, qui on vend, etc. Et ils montrent que en fait, le patron, c'est juste celui qui récolte les sous à la fin, mais qu'il n'a aucun intérêt en fait dans l'usine, quoi. Et le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est plus récent, c'est la question de la campagne de Philippe Poutou, parce que dans un sens, après c'est à l'échelle moindre, mais dans un sens elle a exprimé cette question de l'hégémonie ouvrière. Parce que à travers voilà, les dénonciations qu'il avait faites le 4 avril, vous vous souvenez, contre Le Pen et Fillon, etc., en fait il exprimait quelque chose, il exprimait la question de comment est-ce que un ouvrier, c'est quelque chose qui était beaucoup au cœur de la campagne, peut voilà, dénoncer la caste de politiciens corrompus et s'adresser à l'ensemble des secteurs et construire vraiment un potentiel hégémonique autour de sa candidature. Et parce qu'il y avait un lien entre ces dénonciations et le fait que voilà, les travailleurs devaient s'organiser eux-mêmes, se représenter eux-mêmes, prendre confiance en leur force, etc. Et qui était quelque chose voilà, qui exprimait vraiment cette question de l'hégémonie ouvrière. Et notamment, je pense que l'intervention qu'il fait contre Marine Le Pen en disant mais nous, on n'a pas d'unité ouvrière, c'est quelque chose, à mon avis, qui pèse beaucoup. Parce que quand on dit voilà, les ouvriers, c'est les gens qui votent Le Pen, ils sont réactionnaires, etc., et qu'il y a quelqu'un non seulement qui dit voilà, nous on est internationaliste, on défend l'unité de la classe avec contre toutes les oppressions, mais qui en plus démasque l'imposture de Marine Le Pen, on voit bien qu'en fait ça c'est la meilleure réponse qui peut être apportée à l'extrême droite. La meilleure réponse qui peut être apportée à l'extrême droite, ça veut dire que la démonstration que ça fait, c'est que il n'y a pas que le préjugé sur lequel un ouvrier voilà, serait forcément voterait forcément par Le Pen est justement de l'ordre du préjugé. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les chiffres, c'est quelque chose qui se confirme assez bien parce qu'on le dit, il y a un ouvrier sur 7 à peu près qui a voté Marine Le Pen aux élections présidentielles. Donc c'est quand même un phénomène qui existe, qu'il ne faut pas nier, et d'ailleurs qu'il faut combattre à l'intérieur de notre camp social, mais qu'en même temps, il est loin d'être l'image monolithique qu'on essaie de nous faire croire. Et je pense que cette question, elle prend une actualité particulière avec le gouvernement de Macron, parce que Macron, toute la question de la fragmentation de la classe ouvrière dont j'ai beaucoup parlé, la stratégie, lui, d'une certaine manière, il veut la pousser jusqu'au bout. Parce que l'ubérisation, c'est ça en fait. C'est-à-dire que tu travailles de manière individuelle, tu es un artisan indépendant, etc. Et que du coup, tu n'as même plus de statut de travail et tu n'as plus accès à aucun droit. Et du coup, c'est d'individualiser totalement. Voilà, c'est la continuité du processus et en même temps quelque chose qui va jusqu'au bout. Et il faut comprendre que la victoire de ce projet, la victoire ou la défaite de ce projet, pour le formuler comme ça, est une question très importante. Parce que si il arrivait à faire plus ça, et ben, on voit bien que ça amènerait un recul de la conscience de classe et un recul du mouvement ouvrier qui serait encore plus important. Et ça, c'est clairement son projet, quoi. Et le truc est que c'est sûr qu'il va y avoir des résistances par rapport à ça. Parce que si on regarde, ouais, il y a eu le mouvement Colorado de travail, et là, c'est le travail puissance 10. Mais déjà se manifeste un peu partout le fait que plein de gens sont déterminés à batailler, etc. Enfin, même, il y avait des sondages, par exemple, qui montraient que 66% des gens se disaient prêts, comprendraient un vaste mouvement de grève et de bataille contre ce qu'il fait. Et du coup, nous, on pense que cette tâche, elle est particulièrement du coup de l'actualité, de combattre pour que ces quelques secteurs ouvriers, parce que finalement, c'est que pendant le travail, comment est-ce qu'ils peuvent s'adresser plus largement? C'est quelque chose qui devient vital pour faire que non seulement ils ne perdent pas, mais en plus qu'il n'y ait pas un recul encore plus important du mouvement ouvrier. Et cette chose-là va se faire évidemment en bataille avec les bureaucraties syndicales, ce que nous appelons les bureaucraties syndicales, c'est-à-dire les directions en fait, du mouvement syndical, qui on voit bien aujourd'hui, alors que Macron, son projet est très clair, il y a même le projet de loi qui a fuité, donc on sait très bien ce qu'il veut faire,
continue à être très attentiste, jusqu'à Martinez de la CGT qui dit oui, il paraît que le calendrier a bougé, on verra, etc. Mais aussi, et donc avoir un vrai plan d'action dès maintenant, en fait, de ne pas attendre, mais aussi avec un programme sur la base un peu de ce que je disais, sur la base un peu de l'esprit des travailleurs de Danone qui puisse entraîner plus largement. Et notre avis aussi, c'est que en France, pour mener à bien cette tâche, en fait, le problème est qu'il manque aujourd'hui une organisation, un parti révolutionnaire qui soit capable en fait de le comprendre et de le mettre en œuvre. Et c'est un constat qui est notamment vrai quand on regarde un peu l'extrême gauche d'aujourd'hui, parce que grosso modo, les deux principales organisations, et en plus qui se revendiquent du trotskisme, c'est Lutte ouvrière et le NPA. Et il nous semble que dans ces deux organisations, elles sont pas, en tout cas, elles n'ont pas la conception que je développe un peu ici ce soir. Pour le dire rapidement, le NPA, comment ? Sa majorité. Sa majorité, parce que nous, on est un courant politique qui fait partie du NPA. Mais je reviendrai un peu là-dessus après. En fait, il faut savoir que quand je parlais un peu de l'offensive idéologique qui a impacté jusque dans l'extrême gauche, pour le coup, ils sont particulièrement concernés parce que ils ont choisi de se dissoudre leur ancienne organisation qui s'appelait la Ligue communiste révolutionnaire dans le NPA. Et donc justement, l'idée, c'est de dire que aujourd'hui, la classe ouvrière, on ne sait pas très bien si c'est le vrai sujet politique révolutionnaire. Bon, ils ne disent pas qu'elle n'existe pas, mais ils disent qu'on ne sait pas très bien. Et que du coup, on est le parti des mouvements sociaux. Et vous entendez beaucoup ça, par exemple, de dire c'est dans la rue, etc. Mais on ne sait pas qui est dans la rue vraiment, en fait. Et on ne sait pas sur quelle base, etc. Mais c'est plus, il y a plein de mouvements différents, sociaux, qui sont tous d'accord contre le système. Donc, en fait, il faut juste les regrouper, etc. Et qui remet en cause l'idée selon laquelle il y aurait une centralité de la classe ouvrière et que ça serait le sujet politique révolutionnaire capable de faire la révolution et de prendre le pouvoir. Et dans le même temps, il y a une organisation qui s'appelle Lutte ouvrière, je pense que tout le monde connaît, mais Lutte ouvrière c'est intéressant parce que eux précisément, ils font ce procès-là au NPA de dire bon, en fait, vous ne croyez plus à la classe ouvrière, au fait qu'elle puisse faire la révolution, etc. Alors que nous, on conserve les acquis de ce qu'était l'histoire du marxisme révolutionnaire, etc. Et nous, il nous semble que c'est pas exactement vrai parce que d'une part, si vous repensez un peu à ce que disait Lénine, dans les citations que je disais sur on se concentre pas de faire de la lutte économique et que y a d'autres questions en fait qui sont posées malgré le fait qu'il y ait une centralité de la classe ouvrière, on peut dire que l'économicisme ou l'ouvriérisme c'est quelque chose qui est plutôt assez fort chez les luttes ouvrières parce que je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui étaient à la fête de lutte ouvrière ce week-end, vous aurez pu voir un peu leur position, mais par exemple ils étaient venus à une manifestation le 19 mars, c'est la marche contre les violences policières, peut-être qu'ils connaissent. Déjà, il faut souligner que c'est assez rare qu'ils aillent dans ce type de manifestation parce que ça ne concerne pas directement la classe ouvrière. Et c'était quand même intéressant parce que leur mot d'ordre sur la banderole, c'était « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Donc, contre le racisme, c'est ça le mot d'ordre. Donc évidemment, c'est le mot d'ordre de Marx, donc c'est pas quelque chose qu'on combat, etc. Mais le problème est que la question, c'est qu'eux, ils disent, si on parle du racisme, ou si on parle des Noirs, des Arabes, parce que c'est quelque chose, il ne faut pas trop parler, il faut dire les petites gens du peuple, en fait, c'est quelque chose qui divise. Parce qu'en fait, on insiste sur les différences, nous, on préfère, au contraire, insister sur l'unité. Mais on voit bien que ça, c'est quelque chose qui est un peu aberrant, et en plus, qui est vraiment, pour le coup, l'inverse de ce qu'il disait Lénine, parce que c'est précisément savoir comment est-ce qu'on va mener une lutte spécifique sur ces questions-là, et les dénoncer. Ce qu'ils font très peu, parce que quand on dit prolétaires de tous les pays, unissez-vous, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne dit pas, en France, il y a du racisme, il y a une police qui tue des gens qui sont noirs et arabes dans les quartiers populaires, et que nous, on dénonce ça. Et si on ne dénonce pas explicitement, comment on peut penser qu'en fait, c'est quelque chose qui va se résoudre, quoi. On va dire le prolétaire du même pays, unissez-vous, quoi, déjà, alors. Ouais, en plus ça c'est l'autre question, c'est que ça suppose que les gens qui sont tués dans les quartiers populaires sont des étrangers, mais a priori c'est un peu spécial. Et donc c'est comme si en fait il y a des divisions dans la classe ouvrière, donc il faut faire comme si ça n'existait pas, et c'est le meilleur moyen de lutter contre. Et en même temps, il y a quelque chose d'autre, c'est que
lutte ouvrière, pour ceux qui connaissent, les militants ils disent souvent quelque chose. Ils disent aujourd'hui la période elle est très très noire, très réactionnaire, etc. Ils insistent beaucoup sur ces éléments-là. Et pourtant, il y a eu la mobilisation contre le travail, mais pour eux c'est un peu bullshit quoi. C'était un épiphénomène, on va dire, une parenthèse. Voilà, c'est comme ça qu'ils disent, c'est vrai. Et du coup ils disent donc notre tâche, elle est juste de maintenir notre drapeau, en disant surtout la révolution, le communisme, etc. Et de faire un travail, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, un travail patient, d'implantation, etc. On va dans les usines, on parle au travers, etc. Et évidemment, c'est quelque chose, je pense que dans mon topo, j'en ai parlé, etc., qui est une tâche importante. Et même, je pense que c'est une tâche qu'a abandonné l'extrême gauche. Mais le problème, c'est que ça ne peut pas être que ça. Parce que la question concrète, immédiate, c'est que là, on n'est pas dans la phase la plus noire et réactionnaire. On est dans une phase où s'ouvre une nouvelle phase de combat, où il y a eu la loi travail, où il va y avoir des forts affrontements avec le prochain gouvernement, voilà, tout simplement parce qu'il va attaquer très fort, et que la question, elle est justement, c'est ce que je disais, de savoir, bien sûr, il faut avoir des gens qui parlent ouvriers, implantés, etc., qui font un travail patient et régulier, mais il faut aussi savoir comment est-ce qu'on propose des perspectives de lutte qui puissent entraîner plus largement, et commencer à poser cette question. Et ça, c'est une question fondamentale. Finalement, la question, elle est comment est-ce que l'esprit des travailleurs de Zanon, je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est pas parce que les gens sont argentins et qu'ils sont pas pareils que nous, etc. Pourquoi est-ce qu'en France, il pourrait pas y avoir des travailleurs qui, dans leur conflit contre une fermeture d'usine, contre la case du travail, etc., commencent à avoir un programme qui s'adresse à l'ensemble de la population. On voit bien que c'est une tâche centrale que doivent poser les révolutionnaires aujourd'hui. Et en tout cas, nous, c'est la bataille qu'on essaye de mener au sein de l'extrême gauche, par exemple, et c'est pour ça, Daniela me faisait d'inciter sur le fait de dire que c'est, quand je parlais d'UNPR, c'était la majorité ou la direction du NPR, parce que nous, précisément, on a un courant du NPR, parce qu'on pense qu'il faut mener cette discussion, parce qu'on pense pas, c'est pas juste pour dire les autres sont mauvais, etc., mais on va bien essayer de convaincre les autres précisément que c'est ça la politique et le type de parti qu'il faudrait construire aujourd'hui et qui n'existe pas. Et en tout cas, voilà, nous on pense que c'est un combat très enthousiasmant, qui est d'une actualité très imminente, parce que dès cet été, Macron il semble vouloir casser le code du travail. Et du coup, voilà, nous en tout cas, on discute, on a une troisième séance qui est prévue plus sur la discussion pourquoi un parti, quel type de parti, mais en tout cas, nous l'idée c'est un peu de vous inviter à rejoindre ce combat-là avec nous. Moi, je voulais juste en fait insister sur 2-3 trucs qui me semblent en fait intéressants et qui se dégagent de l'intro qui nous a fait Renaud. C'est le rapport en fait entre majorité et hégémonie, classe majoritaire et classe hégémonique. Parce qu'il y a une sorte de paradoxe, parce qu'on essaie de nous vendre un mythe aujourd'hui, comme quoi il y a eu un âge d'or en fait de la classe ouvrière, une époque où elle existait pour de vrai, et maintenant en fait non, il n'y a que les robots, etc. Mais franchement, je pense que si Marx avait regardé le monde dans lequel on vit, il nous aurait grave envié. Si on lui avait raconté qu'il y avait maintenant en fait, une majorité prolétaire au Bangladesh, tu vois, dans des pays inimaginables où c'était la pure paysannerie, qui dans tous ces pays-là, qui dans la Chine, il y a une classe ouvrière puissante, etc., etc., c'est un monde totalement différent du monde dans lequel lui, il a vécu. Donc lui, il a théorisé la force d'un prolétariat qui, pour le coup, à l'échelle mondiale, était encore en fait minoritaire. Il était très concentré dans des pays comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, mais à l'échelle en fait de l'ensemble du monde, ça n'avait strictement rien à voir avec aujourd'hui. Donc première chose. Deuxième chose, nous on fait partie d'une tradition qui est celle en fait de la révolution russe qui fête son centenaire cette année, d'une série de fous qui ont déclaré que le sujet révolutionnaire en fait était le prolétariat en Russie, alors que le prolétariat correspondait à 10% de la population, les amis. Il y avait 90% de paysans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, objectivement, en quelque sorte, s'il y a un âge d'or de la classe ouvrière, c'est aujourd'hui. Le problème n'est pas objectif, il est subjectif. Il n'est pas de la classe en soi, il est le problème de la classe pour soi. Il n'y a jamais eu autant de prolétaires dans le monde, une proportion aussi importante en fait, de prolétaires dans le monde que celle qui existe aujourd'hui. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose de très important. Parce que ça, évidemment, en fait, que ça renforce notre combat. Mais même dans des situations où la classe ouvrière en fait, est minoritaire, le rôle, la centralité de cette classe
elle n'est pas juste un problème numérique, parce que sinon il aurait fallu dire en fait que les Russes étaient totalement fous. Mais quel était en fait le raisonnement qui les faisait penser que malgré le fait qu'elle soit minoritaire, cette classe-là allait diriger, et finalement c'est elle qui a dirigé la révolution en Russie. D'une part, c'est que les autres classes sociales, et en particulier la classe majoritaire qui était la paysannerie, était une classe profondément hétérogène, qui n'avait pas des intérêts homogènes déjà entre elles. Elle avait une tendance permanente à ce que les couches supérieures de la paysannerie en fait, rejoignent le camp de la bourgeoisie et les couches inférieures se sentent plutôt proches en fait, du prolétariat. Donc c'est une classe qui tendait en fait, à éclater et ne pouvait pas vraiment avoir en fait, un objectif et un programme politique commun. Et qui en plus était plutôt en fait, un héritage de la période pré-capitaliste. C'était une classe en fait, héritière de la période avant le capitalisme et qui était transformée en classe qui accumule du capital à une petite échelle en Russie sous en fait, la première phase du capitalisme. Et le raisonnement en fait, des marxistes qui dit en dernier instance que c'est le prolétariat qui peut mettre à bas non seulement le système capitaliste, mais c'est ça qui est intéressant et je veux partir du truc qu'il disait Renaud au début pour l'éteindre, mais qui peut abolir la société de classe en tant que telle et émanciper l'ensemble de la société, c'est parce que le prolétariat, c'est d'une part en fait ce que disait Renaud, c'est une classe en fait qui n'a pas d'autres gens en fait qu'elle exploite, donc si elle se libère, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de classe en fait subalterne, c'est déjà le dernier maillon, ce qui n'était pas le cas par exemple de la bourgeoisie à l'époque de sa révolution. La bourgeoisie elle a fait sa révolution et elle a entraîné le proto-prolétariat qui existait à l'époque, les sans-culottes, etc. Et après la révolution, elle a fait, voilà, comme ça, elle a profité, elle a accumulé et ensuite elle a réitéré les liens d'exploitation qu'elle tissait déjà avec les secteurs en fait, de travailleurs qui étaient une classe naissante à l'époque. Donc le prolétariat, s'il se libère des chaînes d'exploitation, il n'y a plus de chaînes d'exploitation dans la société. Et c'est pour ça que Marx dit depuis le début que en fait, le capitalisme crée son fossoyeur. Parce qu'il dit qu'il crée une classe qui tend à être extrêmement nombreuse et qui, pour s'émanciper, est obligée de faire sauter l'ensemble de l'édifice de la société de classe et donc d'émanciper l'ensemble de la société. Et sur cette idée-là se trouve, à mon avis, en fait, une des bases théoriques de l'idée de l'hégémonie ouvrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans les intérêts d'émancipation de la classe ouvrière, elle peut et elle doit entraîner en fait, l'émancipation de tous les exploités et tous les opprimés. Et à mon avis, ça donne un lien assez intéressant en fait, avec la discussion par rapport à la question du lien entre le combat économique de la classe ouvrière et par exemple en fait, la lutte contre les oppressions, quelles qu'elles soient. Donc les oppressions raciales, les oppressions de genre, les oppressions contre en fait, les personnes LGBT, etc. Parce que il y a un divorce extrêmement fort entre les mouvements et les expressions politiques de ces différents secteurs. Nous, on a fait beaucoup l'expérience de ça il y a quelques mois, quand nous, on a un peu en fait, essayé d'impulser une politique contre les violences policières, où on voit que d'une part, en fait, le mouvement syndical, il est très très hostile à mettre le doigt là-dedans, sur ces questions-là. Vous vous souvenez du scandale qu'on a fait à la CGT Infocom, parce qu'ils avaient sorti l'affiche contre les violences policières au moment du mouvement contre la loi travail. Et d'autre part, en fait, il y a une énorme méfiance à l'intérieur des organisations des personnes racisées de lutte contre les violences policières à l'égard du mouvement ouvrier. Une méfiance qui est en partie justifiée, parce qu'ils regardent en face un mouvement ouvrier qui ne s'occupe pas, qui a l'air de s'en foutre en fait de leurs revendications. Et ce divorce-là, c'est quelque chose en fait qui nous affaiblit, parce que d'une part, en fait, le prolétariat, tout en étant majoritaire, il ne pourra gagner que s'il est capable en fait, d'organiser autour de lui tous ceux qui ont un intérêt à abattre le système capitaliste, donc tous ceux qui vivent mal ce système pour différentes raisons, qui ne sont pas que économiques, et d'autre part, ceux qui aspirent en fait, à se débarrasser par exemple de l'oppression de genre ou en fait de l'oppression contre les personnes LGBT, ne pourront pas le faire dans le cadre du capitalisme. Il est impossible de supprimer l'oppression de genre en fait dans le cadre d'un système qui a intégré la question de l'oppression de genre en fait mais jusqu'à son cœur. C'est pas lui qui l'a créée, mais elle est devenue en fait tellement fonctionnelle. La question en fait de la double journée de travail pour la femme, etc. C'est quelque chose de structurel du système capitaliste. Donc la lutte pour en finir avec les oppressions, elle devient une lutte anticapitaliste. Et on ne sera capable, même si ce ne sera pas automatique évidemment, on ne sera capable de supprimer en fait ces oppressions-là, d'en finir avec ces oppressions, que si on abolit le système capitaliste. Donc les opprimés et les exploités, ils ont des deux côtés tout intérêt
à unir leurs objectifs. Et c'est bien pour ça que en fait, la bourgeoisie fait tout pour les diviser, pour diviser déjà en fait les ouvriers entre eux, pour faire croire en fait que le cadre inférieur d'une boîte en fait n'a aucun intérêt en commun avec la femme de ménage africaine et sans papier qui nettoie son bureau pendant la nuit avant qu'il arrive au boulot. Et pourtant en fait ils font partie d'une même classe qui est obligée de vendre sa force de travail pour vivre. Donc en quelque sorte, comme disait Trotsky dans la citation que lisait Lénine, que lisait Renaud, c'est moi. C'est bien pour toi, non? T'es content, hein? Je suis ta pote. Non, c'est pas Lénine, désolé. Je ne vais pas vous décevoir. Bref, mais ce que je voulais dire, je ne me souvenais pas si c'était une citation en fait, de Trotsky ou Lénine. J'ai en fait pensé les deux et après j'ai dit que c'est pas. Donc la citation de Trotsky, elle est intéressante. Pour ça, il dit, en fait, en gros, le travail des révolutionnaires est dans une grande mesure d'unifier, de chercher par tous les moyens politiques, de programmes, d'expériences communes, d'unifier ce que la bourgeoisie essaye tous les jours en fait d'éclater, d'exploser, de diviser. Ça commence à l'intérieur même de la classe, mais ça va même au-delà. Nous, en fait, on pense que des personnes de classe moyenne, petite bourgeoise, voire des enfants de la bourgeoisie qui subissent l'oppression de genre, qui subissent en fait les oppressions LGBT, c'est en fait des gens pour lesquels nous, on est prêts à se battre. C'est pas comme si on disait on s'en fout en fait, lui il n'est pas prolétaire, qu'il en crève. Nous en fait, notre projet, ce n'est pas juste de sauver les ouvriers, de nous sauver nous-mêmes. C'est le projet en fait d'émanciper l'ensemble en fait de la société, parce que même les gens qui n'ont pas en fait des besoins matériels très forts, qui vivent en fait dans une situation relativement aisée, dans ce monde-là, ils sont souvent, vous devez voir ça autour de vous, ils sont mal. Les gens ne sont pas bien dans cette société, parce qu'il n'y a pas que les pénuries en fait, économiques. Il y a plein de souffrances en fait, morales, en fait, la situation de stigmatisation, de violence contre les personnes en fait, qui sont de minorité, quelles qu'elles soient, etc., etc. Et en fait, notre but d'émancipation sociale, il passe bien évidemment en fait, par le fait d'en finir avec toutes ces formes d'oppression. Et pour ça, il faut précisément avoir en fait, un guide pour l'action, avoir en fait, une stratégie qui permette de en fait, rassembler ce que nos ennemis en fait, cherchent à diviser en permanence. Et cette logique que nous on essaie de mettre en avant et qui à mon avis brise pas mal en fait, le miroir LO-LCR ou LO-NPA maintenant, qui est en fait c'est deux erreurs symétriques. Donc il y a un qui en fait la LCR historiquement et maintenant le NPA qui surestime toute la question en fait, des différents mouvements sociaux. Donc même à l'intérieur du parti, et c'est terrible, tu as en fait les féministes d'un côté, la commission LGBT de l'autre, ceux qui s'occupent des questions en fait, raciales, et après tu as une commission de gens qui s'occupent du mouvement ouvrier, et tout ça sans aucune connexion. Il faut même ajouter, ils se détestent entre eux. Quoi. Et en général, souvent les débats, c'est les ouvriers sont racistes, et les autres qui disent non mais il faut lutter. C'est ça, à l'intérieur même du parti se reproduisent en fait les éléments en fait un peu d'opposition entre les différents secteurs. Nous, on ne pense pas que le prolétariat est essentiellement intelligent, beau, combatif, etc. Non, le prolétariat et la classe ouvrière telle qu'elle est aujourd'hui, elle est en fait pénétrée par tous les préjugés du monde. Par plein de préjugés réactionnaires. Oui, les prolos sont machistes pour une grande partie. Oui, les prolos sont homophobes dans une grande mesure. Et donc de ce point de vue-là, notre rôle à nous précisément, c'est en fait de combattre à l'intérieur même de notre classe pour créer les conditions de l'unification avec tous les secteurs opprimés. Et ça passe par un combat, y compris contre nos propres camarades de classe et leurs propres préjugés. Et ça, c'est un truc en fait qui, à mon avis, est très distant de la logique en fait qu'a plus lutte ouvrière et qui, par ailleurs, après, n'accordent aucune importance. Ils ne disent pas ouvertement ce que disait le PC. Ils ne disent pas les questions féministes, c'est des questions en fait petites bourgeoises. Ils expliquent. À l'époque où Lénine écrivait là le texte que tu as lu, que faire, eux ils disaient en fait c'est en partie. C'est ça qu'ils disaient au débat. Ils étaient déjà en partie. Nous, comme une petite organisation, on est obligé de prioriser. Comme on ne peut pas tout faire, on s'occupe juste de la classe ouvrière et le reste, on laisse de côté. Déjà, c'est faux, parce que 1902, franchement, en fait, le parti bolchevique, ce n'était pas le parti bolchevique de 1917, c'était le début de la construction du mouvement révolutionnaire russe. Mais au-delà de ça, quelle que soit la taille de ton organisation, si tu ne te construis pas à l'intérieur du mouvement ouvrier avec cette logique-là, tu seras incapable de combattre les pressions corporatistes, etc., etc., à l'intérieur même de la classe ouvrière. Et juste pour finir avec un exemple sur ça que j'avais un peu soufflé à Renaud mais qu'il n'a pas dit, mais qui à mon avis est très parleur
parle beaucoup, en fait, on dit beaucoup sur ça. À l'époque, en fait, du conflit contre la fermeture de PSA Aulnay, au même moment, il y avait en fait des manifestations pour le mariage égalitaire, non, pour le mariage homosexuel, et aussi la manif pour tous, de tous les réacs du monde qui étaient contre le mariage égalitaire. Et en fait, le secteur en fait du mariage pour tous, un secteur en fait commence à faire des tags, je crois qu'ils avaient même fait des pochoirs, ils avaient peint en fait le sol de partout à Paris avec un mot d'ordre qui disait le problème, ce n'est pas le mariage gay, c'est Aulnay. C'est-à-dire en fait un secteur de la bourgeoisie, un secteur réac qui essaye en fait de convaincre les ouvriers que en fait le problème du gouvernement Hollande, c'est qu'il s'occupe beaucoup des homos et pas en fait des ouvriers, d'opposer les intérêts des homos d'un côté et en fait des ouvriers de l'autre. Lutte ouvrière ne l'a pas fait, mais Lutte ouvrière avait en fait un poids très important. C'était eux qui dirigeaient la grève. Et à l'époque, on disait quelle force ça aurait été, à quel point ça aurait en fait fermé la gueule de la manif pour tous si à la manifestation suivante pour le droit au mariage homosexuel, il y avait eu un cortège d'ouvriers de PSA Aulnay en grève contre leur fermeture d'usine pour dire nous on est contre notre fermeture d'usine, mais on est aussi pour le droit de tous les homosexuels, les personnes LGBT en fait de se marier, etc., etc. Ça aurait en fait beaucoup contré ces tentatives de division. Un dernier instant, ce petit exemple d'une occasion ratée de quelque chose qui ne s'est pas concrétisé, elle cristallise beaucoup de la façon comme nous on pense en fait qu'il faut penser le problème en fait du rapport entre la lutte contre toutes les formes d'oppression et la lutte contre l'exploitation concrète en fait du mouvement ouvrier, et que de ce type d'unité là, du type d'unité qui est né à Zanon avec l'ensemble de la population qui fait grève pour défendre une usine de 200 ouvriers qu'ils considèrent comme la leur parce qu'ils leur avaient fait la démonstration de ça, que ce truc-là, si se généralise, c'est ça en fait qui peut à nouveau en fait faire de la révolution pas quelque chose de juste souhaitable, mais de tout à fait possible, voire inévitable. Pour nous en fait cette question est une question clé et c'est pour ça qu'on a considéré que ça valait le coup d'en faire un sujet à part entière de ce cycle de topo et d'ouvrir la discussion ici avec vous.